l'ami de mon père a frappé à la porte à 5 heures du matin. Ne va pas à la réunion. Fais-moi confiance. J'ai demandé pourquoi. Il semblait terrifié et il a dit. Tu comprendras à midi. À 11h45, mon frère a appelé en criant. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée, où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires de quelle ville ou pays tu nous regardes, et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'horloge numérique sur ma table de nuit affichait 5h02 du matin. Dehors, le monde baignait encore dans l'encre sombre qui précède l'aube, une tranquillité presque sacrée, seulement brisée par le murmure lointain de la vie qui refusait de dormir complètement. Le sol en bois était glacé sous mes pieds nus pendant que je marchais vers la cuisine, poussé par une soif inexplicable. La maison de mon père, désormais ma maison, craquait et soupirait autour de moi, ces vieilles poutres me racontant des histoires que je connaissais par cœur. Mais ce matin-là, la symphonie familière des bruits de la maison fut brutalement interrompue. Une série de coups secs et pressés sur la porte principale résonna dans tout le hall. Ce n'étaient pas les petits coups timides d'un voisin en manque de sucre, ni le toc-toc d'un livreur matinal. C'était le martèlement désespéré et rythmé de quelqu'un dont le temps s'épuisait, de quelqu'un qui fuyait pour sa vie. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, passant d'une somnolence tranquille à une vigilance pleine d'adrénaline. Dans cette région de Jalisco, à 7 heures, frapper à une porte n'annonce presque jamais de bonnes nouvelles. Ma première pensée fut qu'il s'agissait d'un accident, ou d'un problème à la distillerie. J'ai enfilé un sweat par-dessus mon pyjama, le coton froid, un faible réconfort contre le frisson qui me parcourait le dos. Et je suis descendu les escaliers sur la pointe des pieds, comme une voleuse dans ma propre maison. Chaque craquement du vieux bois sous mes pas semblait un cri dans le silence prémonitoire. Quand j'ai ouvert la porte, juste une fente, la silhouette que j'ai vue m'a glacé. C'était Monsieur Ramiro, le contremaître de notre distillerie, le plus fidèle et ancien ami de mon père. Un homme au dos droit comme une planche et dont le regard avait toujours été calme et assuré. Le genre d'homme capable d'apaiser un cheval sauvage avec une seule parole douce. Mais pas ce matin-là. Son visage, habituellement bronzé par des décennies sous le soleil de Jalisco, était pâle comme du papier ciré. Sa respiration était rapide, de petites nuées de vapeur s'échappant de ses lèvres tremblantes dans l'air froid du matin. Il tenait son chapeau de travail dans ses mains, pas sur sa tête et le serrait avec une force qui blanchissait ses jointures. On aurait dit qu'il avait couru des kilomètres. Sonore Ramiro, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quelque chose à l'usine? Un incendie, ai-je demandé. Ma voix était un murmure rauque, mon esprit imaginant déjà le pire. Il secoua la tête vivement, ses yeux bougeant nerveusement d'un côté à l'autre de la rue vide, comme s'il craignait que même les ombres puissent entendre. Non, Elodia. L'usine va bien. Le problème, ce n'est pas l'usine, c'est toi. Écoute-moi très attentivement. Sa voix était basse, un sifflement urgent. Ne va pas à la réunion familiale d'aujourd'hui. Pour l'amour de ton père, pour ce que tu as de plus cher, n'y va pas. Je clignai des yeux, confuse, ma tête en ébullition. La réunion, cette maudite réunion de 10 heures du matin que mon frère Mauricio avait organisée avec tant d'insistance pour restructurer la direction de Tequila Sol Dorado. C'était tout ce à quoi j'avais pensé toute la semaine, me préparant à une bataille de volonté que je savais inévitable. Quoi? Pourquoi, Monsieur Ramiro? Cette réunion est cruciale. Mauricio veut. Je sais ce que veut Mauricio, me coupa-t-il. Et dans sa voix, il y avait une dureté que je ne lui avais jamais entendue, une dureté forgée par la loyauté et aiguisée par la peur. C'est justement pour ça que je te le dis. N'y va pas. Invente quelque chose, n'importe quoi. Dis que tu es malade, que ta voiture ne démarre pas, qu'une comète est tombée dans ton jardin, mais ne te montre pas. Fais-moi confiance, dit-il encore. Mais je ne peux pas simplement ne pas y aller. J'ai besoin d'une raison. Pourquoi tu ne peux pas me dire ce qui se passe? Pourquoi tant de mystère? La frustration commençait à colorer ma voix. Il fit un pas de plus vers moi. Son souffle sentait le café et la peur véritable. Parce que les murs écoutent, Nina. Et ces jours-ci, il n'y a pas de mur avec plus d'oreilles que ceux de ta propre famille. Il me regarda droit dans les yeux, et dans la profondeur de son regard, je vis 40 ans de loyauté inébranlable envers mon père. Je vis un avertissement si réel et si terrifiant qu'il me glaça le sang.
Je ne t'ai pas appelé au téléphone parce que ton frère fouille les registres d'appels du bureau et même ceux de mon portable personnel depuis des semaines. Je le sais parce que Tonneau, celui de la comptabilité, me l'a dit. Il cherche quelque chose, une trahison, une alliance. Je ne pouvais pas risquer qu'il voie un appel à ton numéro à 5 heures du matin. Je devais venir en personne. Ce détail, cette petite touche de paranoïa calculée, m'a convaincu. Ce n'était pas un caprice. C'était un piège. J'ai hoché la tête lentement, la gorge trop sèche pour parler. « Tu comprendras tout à midi, dit-il, comme s'il lisait la question dans mes yeux. « Tiens bon jusque-là. Sois forte. » Il se retourna aussi vite qu'il était arrivé et disparut dans l'obscurité, sa silhouette courbée par un poids invisible. J'ai refermé la porte, l'écho de ses coups résonnant encore dans mes oreilles. Je me suis appuyé contre le bois froid, mon esprit tournant à 1000 à l'heure. Je m'appelle Elodia Monte, j'ai 34 ans, et depuis que mon père est mort il y a un peu plus d'1 an, je suis le moteur, le cerveau et l'âme de Tequila Sol Dorado. La réunion d'aujourd'hui devait officiellement confirmer mon poste de directrice générale. Mais au fond de mon cœur, un nœud de méfiance me disait que ma mère, Griselda, et mon frère Mauricio avaient d'autres plans. Et maintenant, l'avertissement désespéré de l'homme le plus digne de confiance que je connaisse le confirmait. Le démon dont Ramiro fuyait n'était pas dehors, dans la nuit. Il était à l'intérieur, attendant dans la salle de réunion, avec un sourire et un couteau caché dans le dos. Je suis monté à la cuisine et je me suis servi une tasse de café. Mes mains tremblaient si fort que le liquide sombre menaçait de déborder. L'avertissement de Ramiro était une pierre dans mon estomac, froide et lourde. Mais ce n'était pas seulement l'avertissement qui me troublait, c'était la façon dont il s'intégrait parfaitement, comme la dernière pièce d'un puzzle monstrueux dans le grand tableau de mépris et d'humiliation qu'avait été ma vie familiale ces 10 dernières années. Assise dans le silence de ma cuisine, les premiers rayons pâles du soleil peignant le ciel d'un rose timide, mon esprit se transforma en musée. Un musée privé et douloureux, où chaque salle exposait un moment précis de mon invisibilité. Mon conflit intérieur était une guerre civile silencieuse. Une partie de moi, la partie logique et professionnelle, la CEO que mon père avait forgée, me criait d'ignorer Ramiro. Elle me disait d'aller à cette réunion, de me présenter avec mes rapports de croissance de 30%, mes nouveaux contrats d'exportation, et de me battre pour ce qui m'appartenait par droit et par mérite. Mais l'autre partie, celle de la fille blessée, celle qui avait toujours cherché en vain l'approbation de sa famille, savait qu'il avait raison. Je me suis souvenu des mots de mon père, prononcés doucement un après-midi alors que nous goûtions un nouveau fudé à Nejo. Cette entreprise, Elodia, est le cœur de notre famille. Tant que ce cœur battra fort, la famille ira bien. J'y avais toujours cru d'une foi aveugle, presque religieuse. J'avais consacré ma vie à maintenir ce cœur battant. Maintenant, je me demandais si je n'avais pas simplement pratiqué la réanimation d'un cadavre, m'accrochant à une belle illusion pendant que la réalité pourrissait autour de moi. J'ouvris la première salle de mon musée mental. Exposition numéro 1, le toast du 30e anniversaire. La scène surgit dans mon esprit avec une clarté brutale, si vive que je pouvais presque sentir l'odeur du moldu restaurant. C'était il y a 4 ans. J'avais passé toute la semaine à Mexico, dormant 4 heures par nuit, pour conclure le plus grand contrat d'exportation de l'histoire de l'entreprise. Un contrat qui nous ouvrait les portes de toute l'Europe. J'étais euphorique, épuisé, mais triomphante. Ce soir-là, ma mère avait organisé un dîner dans notre restaurant préféré. Naïvement, j'avais cru que c'était pour célébrer mon succès. Nous étions tous là, ma mère, Mauricio, mes oncles Carmen et Roberto. Quand ils ont apporté le tequila, ma mère s'est levée, le visage rayonnant. « Je veux porter un toast, dit-elle, sa voix pleine de fierté. Pour mon fils, Mimo, qui a été accepté à un prestigieux cours de cinéma en ligne d'une école de New York. J'ai toujours su que son âme d'artiste l'emmènerait loin. Pour le futur réalisateur de la famille. » Les verres s'entrechoquèrent dans un bruit de félicitations. Tout le monde serra mon frère dans ses bras, lui offrant des compliments qu'il acceptait avec un sourire condescendant, comme s'il venait de gagner un Oscar. Personne, pas une seule personne, ne mentionna mon contrat. Personne ne leva son verre pour mes nuits sans sommeil, pour mes voyages, pour les négociations qui avaient assuré l'avenir financier de l'entreprise pour les 5 prochaines années. Je restais là, mon verre à la main, avec un sourire figé sur le visage, me sentant aussi transparente que le tequila dans mon verre. Mauricio abandonna son cours de cinéma 2 mois plus tard parce qu'il disait que ça limitait sa vision créative.
Je passai à la salle suivante de mon musée intérieur. Exposition numéro 2, la remise de diplôme universitaire. Je m'étais diplômé summa cum laude en administration des affaires. J'étais la première de la famille à atteindre une telle distinction. Mes parents avaient organisé un déjeuner. Ce même jour, Mauricio, qui essayait de former un groupe de rock, annonça qu'il avait enfin décroché un concert pas sur une grande scène, mais dans le bar d'un ami, un mardi soir. Tout le repas tourna autour de sa grande opportunité. Ils parlèrent des lumières, du son, des groupies. Mon diplôme, encadré et brillant, reposait sur une petite table, couvert de poussière et de silence. Je passai à la dernière et plus récente exposition. Exposition numéro 3, la manipulation de maman. Il y a à peine quelques semaines, ma mère m'avait trouvé au bureau, en train de vérifier les comptes tard dans la nuit. Elle s'était assise en face de moi avec cette expression de fausse inquiétude qu'elle maîtrisait à la perfection. « Ma fille », commença-t-elle en posant sa main sur la mienne. « Tu es si forte, si intense. Tu es comme ton père là-dessus, mais parfois, tu fais peur aux gens. Les hommes d'affaires n'aiment pas qu'une femme soit si agressive, tu sais ?» Je la regardais, stupéfaite. « Agressive ? Maman, je négocie. Je dirige une entreprise. » « Je sais, mon amour, je sais, » répondit-elle d'un ton apaisant. Mais Mauricio a une approche plus douce, plus diplomatique. Tu devrais le laisser s'occuper des négociations les plus importantes. Après tout, c'est l'homme de la maison. Ton rôle maintenant, c'est de le soutenir, de le faire briller. C'est comme ça que le monde fonctionne, Elodia. Ce n'était pas une suggestion, c'était un manuel d'instruction pour ma propre soumission. Elle voulait que je recule, que je me fasse petite pour ne pas menacer la fragile virilité de mon frère. Elle voulait que moi, l'architecte du succès actuel de l'entreprise, je devienne une simple décoratrice de vitrine. Chaque souvenir était une brique de plus dans le mur qui me séparait de ma famille. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de pouvoir. C'était une invalidation constante de mon existence, de ma valeur. Ils s'étaient tellement habitués à ce que je sois la bête de somme silencieuse que l'idée que je tienne les rênes les terrifiait. Le téléphone vibra sur la table, me sortant de ma transe. C'était un message de Mauricio. « Ne sois pas en retard. Aujourd'hui est un grand jour pour la famille. » Un frisson me parcourut. Oui, sans aucun doute, mais probablement pas dans le sens qu'il espérait. L'avertissement de Ramiro n'était pas une possibilité, c'était une certitude. Et je n'allais pas marcher aveuglément vers la guillotine. Le soleil s'était complètement levé, inondant ma cuisine d'une lumière dorée et cruelle, comme si elle se moquait de l'obscurité installée dans mon âme. Le message de Mauricio restait sur l'écran de mon téléphone, une invitation cynique à ma propre exécution. Chaque minute qui passait, la tension s'enroulait un peu plus dans mon estomac, comme un serpent. Je regardais l'horloge murale, un vieux coucou hérité de ma grand-mère. 7h30 du matin. J'avais 2h30 pour prendre une décision qui pourrait changer le reste de ma vie. Choisir entre la prudence et la confrontation. Mon esprit était un champ de bataille. L'Elodia dirigeante, celle que mon père avait formée avec patience et rigueur, analysait la situation avec froideur. Manquer cette réunion signifiait céder du terrain, montrer de la faiblesse. Il pourrait utiliser mon absence contre moi, prétendre devant le licencié moral que j'étais irresponsable, incapable de gérer la pression. Il pourrait prendre des décisions sans moi, des décisions qui détruiraient des années de travail acharné. Comme nommer Mauricio co-directeur et lui donner un accès illimité aux finances. Rien qu'y penser me donnait la nausée. Mais l'Elodia fille et sœur, celle qui avait accumulé cicatrice après cicatrice dans le musée des mépris, ressentait une peur viscérale. Le regard de Ramiro n'était pas celui d'un homme qui exagère. C'était celui d'un soldat qui a vu l'ennemi de l'autre côté de la colline, plus nombreux et mieux armés. Faire confiance à Ramiro, c'était un acte de foi aveugle envers un homme qui incarnait la loyauté de mon père. Défier ma famille, en revanche, c'était déclarer une guerre ouverte. Je fis une liste mentale des risques. Aller à la réunion. Avantage, je pourrais les affronter directement. Je pourrais utiliser mes chiffres, mes données pour démanteler leurs arguments. Inconvénient, si Ramiro avait raison, je tomberais dans une embuscade. Il pourrait avoir préparé des documents, des témoins, quelque chose pour me piéger. Ce serait moi contre tous. Ne pas aller à la réunion. Avantage, j'éviterais le piège.
Je leur donnerais une fausse impression de victoire ou je les mettrais en défaut si leur plan dépendait de ma présence. Je gagnerais du temps pour comprendre ce qui se passait. Inconvénient, je passerais pour une lâche. Ils pourraient prendre des décisions sans moi, je pourrais perdre le contrôle du récit. Et à ce moment précis, comme un signe de l'univers orchestré par mes pires cauchemars, mon téléphone sonna. Le nom de ma tante Carmen apparut sur l'écran. Je soupirai profondément. Ma tante était la principale, messagère volante, de ma mère, la générale de son armée de parents commères, toujours prête à distribuer jugements et reproches sous couvert de bienveillance familiale. Je répondis, me préparant à la bataille. « Elodia, ma chérie. Quel miracle que tu répondes. » Sa voix était mielleuse, aussi écœurante qu'un caramel trop cuit. « Ta mère m'a appelé. Elle est si inquiète. Elle dit que tu es très distante ces derniers temps, très agressive. J'espère que tu ne vas pas faire de bêtises aujourd'hui, hein? Cette réunion est pour le bien de tous, pour calmer les choses. La famille doit rester unie, quoi qu'il arrive. » Je vais bien, tante. J'ai juste été occupé, répondis-je. Ma voix aussi plate qu'une tortilla. Occupé, toujours occupé avec tes petits chiffres. Parfois, il faut savoir déléguer, ma fille. Mauricio a plein d'idées merveilleuses et fraîches. Tu devrais l'écouter davantage. Un peu d'humilité te rendrait plus agréable. Et voilà, la dague enveloppée de soie. La critique déguisée en conseil bienveillant. Je raccrochai avec une sensation de dégoût. Loin de me convaincre, cet appel avait renforcé ma décision. C'était une attaque coordonnée. Il préparait le terrain, s'assurant que j'arrive à la réunion en me sentant isolé, coupable et en tort. Je me levai et marchai vers le miroir du couloir. La femme qui me regardait semblait fatiguée. Elle avait des cernes et le front plissé par l'inquiétude. Pendant des années, je m'étais demandé pourquoi je me battais. Pour l'héritage de mon père ou pour l'approbation de ma famille. Et à cet instant précis, la réponse me frappa comme un éclair. Je me battais pour l'ego d'une petite fille qui refusait d'accepter qu'elle ne serait jamais suffisante pour eux. Mais cette petite fille, ce n'était plus moi. Mon combat n'était plus pour leur approbation. C'était pour ma survie. Pour ma dignité. Pour le respect du travail de mon père et du mien. Je pris mon téléphone. Avec des doigts fermes, je commençai à écrire un message à ma mère. Pas une excuse faible. Il me fallait quelque chose de grand, d'incontestable, une excuse parfaite. Maman, je suis désolé de t'informer que je ne pourrai pas venir à la réunion. J'ai eu un accident sur la route de Guadalajara. Un camion m'a coupé et m'a fait sortir de la route. Je vais bien, seulement des coups et une grosse frayeur, mais la voiture est détruite. La dépanneuse mettra des heures à arriver et ensuite je devrai aller à l'hôpital pour un contrôle. S'il vous plaît, continuez sans moi. On se parle plus tard. C'était un mensonge audacieux, dramatique, un mensonge qui leur donnerait un faux sentiment de sécurité. Ils penseraient que le destin, l'univers, était de leur côté, que j'étais hors jeu, sans défense et loin. J'ai appuyé sur « Envoyer » et puis j'ai attendu. La deuxième partie de l'avertissement de Ramiro résonnait dans ma tête. « Tu comprendras tout à midi. » Les dés étaient jetés. J'avais sauté de la falaise, en faisant confiance à un parachute invisible qui s'ouvrirait. Je ne pouvais plus que vivre la chute et prier pour ne pas m'écraser au sol. Les heures suivantes furent une forme raffinée de torture psychologique. Chaque tic-tac de l'horloge de ma grand-mère dans le salon était comme un coup de marteau dans mon crâne. Je me suis forcé à prendre le petit déjeuner et des fruits et un yaourt même si chaque bouchée avait le goût de sable dans ma bouche. J'ai essayé de lire un livre, mais les mots tourbillonnaient sans sens sur la page. La maison, d'habitude mon sanctuaire après une longue journée, me semblait une cage dorée, ses murs se resserrant autour de moi. Mon esprit, sans autre distraction, est devenu un cinéma privé qui projetait mes pires cauchemars. Je voyais Mauricio assis dans le fauteuil de mon père, en bout de table, bombant le torse. Je voyais ma mère hocher la tête avec une expression de grave approbation à chaque mot qui sortait de la bouche de son fils prodigue. Je voyais le licencié moral, un homme de l'ancienne école, se laisser embobiner par leurs mensonges, convaincu que j'étais une gestionnaire imprudente qui avait mis en péril le patrimoine familial. Je voyais mon nom traîner dans la boue. Des années de travail jetées à la poubelle en quelques minutes. À 10h05, ma mère m'a envoyé un message, la réponse à mon mensonge d'accident. Ma fille, mon Dieu, quelle horreur. Prends bien soin de toi,
c'est le plus important. Ne t'inquiète de rien ici. Nous nous chargeons de tout. Remets-toi. La fausseté de ces mots était si palpable que je pouvais presque la sentir à travers l'écran. Nous nous chargeons. Bien sûr qu'il le ferait. Cette phrase, qui aurait dû me réconforter, sonnait comme une condamnation. L'aiguille de l'horloge rampait vers midi à la vitesse d'un glacier. 11h15. 11h30. L'anxiété était une bête vivante en moi, griffant mes entrailles, me chuchotant à l'oreille. Et si Ramiro s'était trompé? Et si ce n'était que la paranoïa d'un homme âgé? Et si j'avais commis la plus grosse erreur de ma carrière sur une simple intuition, en leur livrant l'entreprise sur un plateau? Le doute, froid et venimeux, commença à s'infiltrer dans mes veines, gelant la détermination que j'avais ressentie plus tôt. Je me levai et je me mis à faire les 100 pas, incapable de rester immobile. Et puis, à 11h45, mon téléphone sonna. Sa vibration sur la table basse fut si brusque que je sursautai. Le nom de Mauricio s'illumina sur l'écran. Mon cœur s'arrêta. Pendant une seconde, tout l'air sembla quitter la pièce. Je pris une grande inspiration, une fois, 2 fois, et je décrochai, me préparant à entendre sa voix triomphante, à recevoir les miettes d'informations qu'il voudrait bien me lancer. Mais je n'étais pas prête pour le torrent de fureur qui déferla de l'autre côté de la ligne. Où diable es-tu? Ce n'était pas une question, c'était un rugissement. Le son était métallique, déformé par une rage qui semblait faire vibrer le téléphone lui-même. Mauricio, calme-toi, je t'ai dit que j'ai eu un accident, commençai-je, essayant de garder ma voix posée, de poursuivre la mascarade. Arrête de mentir, Elodia, hurla-t-il, et j'entendis un bruit sourd, comme s'il avait frappé la table en acajou de son poing. Tu as tout gâché, tout. Le plan était parfait. Il était infaillible. Je restai silencieuse, une glace paralysante se répandant dans mes veines, tandis que ses propres mots, crachés avec venin, commençaient à confirmer mes pires craintes. Dans son arrogance et sa colère incontrôlable, il s'apprêtait à me livrer toute la conspiration sur un plateau. Quel plan, Mauricio? Je ne vois pas de quoi tu parles, demandai-je, ma voix devenue un murmure glacé, l'invitant à continuer. Le plan pour sauver l'entreprise de toi, cracha-t-il. On avait tout préparé. Les rapports, les bilans, les projections, tout pour prouver ton incompétence. Ce trou de 5 millions de pesos que tu as laissé avec tes stupides investissements marketing. 5 millions de pesos. Le chiffre me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. C'était absurde, inventé. Je gérais les finances avec une précision chirurgicale, presque obsessionnelle. Mauricio, il ne manque pas un centime dans les comptes, dis-je. Mais il ne m'écoutait pas. Bien sûr que tu ne l'admettras pas. Mais on avait les papiers pour le prouver. Des papiers que ce comptable que tu as viré nous a aidés à préparer. Le licencié moral était là. Les comptables de la famille. Tout le monde était prêt à voir comment tu avais mené l'entreprise de papa à la ruine. Le plan, c'était que tu signes la cession de tes actions pour compenser les dégâts et que tu t'en ailles une bonne fois pour toutes. Maman a même fait un discours émouvant sur la façon dont elle avait essayé de te prévenir. Elle a pleuré. Elle a vraiment pleuré devant l'avocat, en racontant comment tu dépensais l'argent et comment tu as dû t'enfuir ce matin après qu'on t'ait démasqué. L'image mentale était si vive qu'elle me retourna l'estomac. Ma mère, l'actrice accomplie, mon frère, le metteur en scène incompétent, et moi, la méchante absente de leur petite pièce pathétique. Mon absence n'avait pas seulement stoppé leur plan, elle les avait humiliés. Elle les avait exposés comme les menteurs et conspirateurs qu'ils étaient, avec une scène prête, mais sans actrice principale. Tu nous as fait passer pour des clowns, continua-t-il en criant. L'avocat nous a regardés avec pitié. Ils sont tous partis. Tu as détruit l'avenir de cette famille. Non, Mauricio, dis-je, surprise moi-même par le calme mortel de ma voix. Toi, tu as détruit cette famille il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est juste ton masque qui est tombé. Avant qu'il ne puisse répondre, je raccrochai. Je restai debout au milieu de mon salon, le téléphone encore dans la main. Le silence de la maison était assourdissant. Il n'y avait plus de doute, plus de peur. La douleur de la trahison était immense, un océan noir et glacé qui menaçait de m'engloutir. Mais sous cet océan, quelque chose de nouveau commençait à brûler. Une fureur tranquille, précise et tranchante comme l'obsidienne. Ils avaient essayé de me détruire, ils avaient essayé de m'effacer. Maintenant,
c'était mon tour de jouer. Le feu de la colère me consuma un instant, brûlant et purificateur. J'eus l'impulsion de monter en voiture, de filer à la distillerie et de les affronter. Je voulais leur crier dessus, leur jeter leurs mensonges au visage. Mais la voix de mon père résonna dans ma tête, calme et sage comme toujours. La colère est un mauvais conseiller, ma fille. La tête froide gagne toujours la partie. Je savais que la colère seule n'était pas un plan, c'était du carburant. Il me fallait un moteur, une stratégie. Ma première pensée, mon encre au cœur de la tempête, fut d'appeler Monsieur Ramiro. Je composais son numéro. Mes doigts ne tremblaient plus. La fureur m'avait donné une clarté étrange, une concentration absolue. Elodia. Tu vas bien? Tu as appris quelque chose? Il répondit à la première sonnerie, la voix chargée d'une anxiété paternelle. Je sais tout, Ramiro. Mauricio m'a appelé. Dans sa crise de rage, il m'a tout raconté. Un long soupir de soulagement traversa la ligne. Grâce à Dieu que tu m'as écouté, Nina. Je savais qu'il tenterait quelque chose comme ça. Ton père, il l'a toujours su. Il avait le cœur d'un lion, mais l'esprit d'un renard. Et qu'est-ce qu'il savait, Ramiro? Il savait qu'ils en arriveraient là à inventer un détournement de fonds, à essayer de te voler l'entreprise. Il y eut une pause, et je pus l'imaginer de l'autre côté, enlevant son chapeau et passant une main dans ses cheveux gris. Il savait de quoi ton frère était capable, de son envie, ce poison qui lui ronge l'âme. Et il connaissait l'aveuglement de ta mère, son incapacité à voir la vérité quand il s'agit de Mauricio. Ton père n'était pas un homme naïf, Elodia, c'était un homme prudent. C'est pour ça qu'il m'a laissé quelque chose pour toi. Il m'a fait jurer, au nom de notre amitié, de ne te le donner que si un jour comme aujourd'hui arrivait un jour où ils essaieraient de t'enlever ce qui t'appartient. Mon cœur s'accéléra, cognant contre mes côtes. Quelque chose. Quoi? Je suis à 5 minutes de chez toi, dit-il. Ne bouge pas. J'arrive tout de suite. L'attente fut différente cette fois. Elle n'était plus remplie de l'anxiété corrosive du matin, mais d'une attente électrisante, d'un espoir, celui de trouver une arme au milieu d'une guerre que je croyais perdue. Quand Ramiro arriva, son visage n'exprimait plus la peur, mais une détermination sombre. Il n'avait pas apporté son chapeau. Dans sa main, il tenait une grande enveloppe jaunie, du genre qu'on utilise pour des documents légaux. Elle était scellée avec un ruban rouge et un cachet de cire. Le vieux sceau de la famille monte, un soleil rayonnant sur un champ d'agave. Il me l'a remis sans dire un mot. Un geste solennel, presque rituel. Mes doigts effleurèrent le papier fragile, il avait le poids des secrets. Nous sommes entrés et nous nous sommes assis dans le salon. Le soleil de midi entrait à flot par la fenêtre. Avec des mains tremblantes de respect, je brisai le sceau. À l'intérieur, il y avait deux choses, une clé de coffre-fort de banque à Guadalajara, lourde et ouvragée, et une lettre pliée en 4. L'écriture était inconfondable, élégante, inclinée, chaque lettre une œuvre d'art, celle de mon père. Ma vision se brouilla pendant que je lisais les mots qui semblaient sauter de la page. Ma chère Elodia. Si tu lis ceci, cela signifie que mes pires craintes se sont réalisées et que je ne suis plus là pour te protéger. Ma fille, je suis profondément désolé de t'avoir laissé ce fardeau, ce conflit que j'aurais dû résoudre moi-même. J'ai passé des années à voir la jalousie grandir dans le cœur de ton frère comme une mauvaise herbe, et ta mère l'arrosait avec son favoritisme aveugle, croyant qu'elle le protégeait alors qu'en réalité, elle ne faisait que l'affaiblir. Je ne t'ai pas transféré secrètement 51% des actions pour tromper qui que ce soit, mais pour te protéger, toi, et pour protéger l'âme de cette entreprise contre la cupidité et l'immaturité de Mauricio. J'espérais, bêtement peut-être, qu'avec le temps il mûrirait, que la responsabilité le ferait grandir, qu'il verrait ta valeur. Mais je ne pouvais pas miser ton avenir ni celui des centaines de familles qui dépendent de Sol Dorado sur cet espoir vide. Je ne te l'ai pas dit avant, ma fille, parce que je ne voulais pas que tu portes le poids de cette guerre pendant que je vivais encore. Je voulais que tu gagnes ta place par ton propre mérite, ton intelligence et ton travail, pas grâce à un document disant que tu étais la propriétaire. Je voulais que tout le monde, toi y compris, sache que ton leadership ne venait pas d'un titre, mais de ta capacité naturelle. Et tu l'as prouvé, 1000 fois. Je suis si indescriptiblement fier de toi. Cette clé ouvre une boîte au Banco Nacional. À l'intérieur, tu trouveras l'arme dont tu auras besoin pour te défendre. Ce n'est pas une arme de haine, mais de vérité. Utilise-la seulement lorsque tu n'auras plus d'autre choix. Sois forte, sois juste.
Et souviens-toi toujours que tu es le véritable soleil doré. Avec tout mon amour éternel. Papa. Les larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse les arrêter, tombant sur le papier et brouillant légèrement l'encre. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais un torrent d'amour et de reconnaissance. Mon père avait tout vu. Il ne m'avait pas laissé seul. Il m'avait laissé une armure, une épée et surtout, sa foi inébranlable. Pendant un an, je m'étais senti perdu, comme si j'honorais la mémoire d'un homme qui ne m'avait peut-être jamais comprise. Mais cette lettre était sa voix d'outre-tombe, me disant qu'il avait toujours été de mon côté, qu'il avait toujours su la vérité. Je levai les yeux vers Ramiro. Il me regardait avec une profonde compassion dans ses yeux ridés. « Il t'adorait, Elodia, dit-il doucement. Tu étais la lumière de ses yeux. » Je hochai la tête, essuyant mes larmes du revers de la main. La petite fille blessée du musée des mépris s'effaçait peu à peu. Et à sa place, la femme que mon père savait que je pouvais devenir prenait le contrôle. Je serrai la clé dans ma paume. Elle était froide, lourde, pleine d'un pouvoir silencieux. « Allons à Guadalajara, Ramiro, dis-je d'une voix ferme. Il est temps d'ouvrir le coffre et de réclamer mon héritage. » Le voyage vers Guadalajara fut étrangement paisible. Le paysage de Jalisco, avec ses collines ondulantes et ses champs infinis d'agaves, s'étendait devant nous comme une mer verte sous le soleil de l'après-midi. Pour la première fois depuis longtemps, je ne le voyais plus comme une liste de tâches à accomplir, champs à inspecter, récoltes à planifier, mais comme mon père le voyait, un héritage de beauté, de patience et de force. Chaque plante était une promesse. Chaque ouvrier, un gardien de la tradition. Ramiro conduisait en silence, stoïque à mes côtés, me laissant digérer la tempête d'émotions que la lettre de mon père avait réveillée. Nous ne parlions presque pas, ce n'était pas nécessaire. Le silence entre nous était plein de compréhension et d'un but commun. Nous arrivâmes à l'imposant bâtiment du Banco Nacional, au cœur du quartier financier de la ville. Une structure de pierre et de verre, symbole de pouvoir et de permanence. L'intérieur était encore plus intimidant, froid, silencieux, avec des sols de marbre qui faisaient écho à nos pas et des plafonds si hauts qu'on se sentait minuscule. Je présentai la clé et ma pièce d'identité à un employé impassible, en costume sur mesure. Il nous fit passer plusieurs portes de sécurité avant d'atteindre la salle des coffres, une forteresse d'acier et de béton, où flottait une odeur de métal froid et d'argent ancien. L'air y était dense, chargé du poids d'innombrables secrets enfermés. Le coffre-fort de mon père, le numéro 777, était plus grand que je ne l'imaginais. L'employé le sortit du mur avec une clé maîtresse et le posa sur une table dans une petite pièce privée, avant de refermer la porte pour nous laisser seuls. Pendant un moment, je restai simplement là, à regarder la boîte métallique portant le nom de mon père, Eladio Monte, gravé sur une petite plaque en laiton. C'était le dernier bastion de sa vie secrète, de ses précautions silencieuses. Je pris une profonde inspiration. J'introduisis la clé dans la serrure. Elle s'emboîta parfaitement. Je tournai. Le mécanisme émit un déclic net, un son métallique qui semblait briser un sort ancien. Je soulevai le couvercle. Ce que je vis à l'intérieur me coupa le souffle. Il n'y avait ni liasse de billets ni bijoux. C'était un arsenal de papier, un dossier méticuleusement organisé, l'œuvre d'un homme qui se préparait à une guerre qu'il savait ne peut-être pas mener. Tout en haut, un dossier rouge avec une étiquette claire, Mauricio. Je l'ouvris, partagé entre la peur et la détermination. À l'intérieur, mon père avait rassemblé des années de preuves sur l'incompétence et les détournements de mon frère. Ce n'étaient pas des accusations, c'étaient des faits indiscutables. Des copies de factures d'hôtels de luxe à Cancún et Los Cabos, classées comme voyages d'affaires pour explorer de nouveaux marchés. Des relevés de cartes de crédit de l'entreprise montrant des achats dans des boutiques de luxe, des dîners extravagants pour impressionner des investisseurs imaginaires, et des retraits d'argent dans des casinos. Des projets d'expansion ratés, chacun accompagné d'une demande de fonds qui disparaissait ensuite dans un réseau de comptes personnels. Mon père avait tout suivi avec la patience d'un chasseur. Ce n'était pas un trou imaginaire de 5 millions de pesos. C'étaient des centaines de milliers, peut-être plus, siphonnés lentement de l'entreprise pendant des années, comme une plaie qu'on n'avait jamais laissé guérir. Sous ce dossier, il y en avait un autre, bleu, marqué Sol Dorado au futur. Et là, mon cœur fit un bond. Ce n'étaient pas des documents légaux, mais un carnet en cuir, comme celui que mon père portait toujours dans la poche de sa chemise. Je l'ouvris. Page après page, il y avait esquissé ses rêves pour l'entreprise. De nouvelles gammes de tequila extra anejo,
des projets de tourisme durable dans la hacienda, des idées pour s'étendre sur le marché asiatique en utilisant mon expertise en finance internationale. Et à côté de chaque idée, dans la marge, il avait écrit de sa belle écriture familière. Consultez avec Elodia. Elodia aimera cette idée pour l'emballage. Elodia saura comment financer cela. C'était une conversation silencieuse qu'il avait eue avec moi pendant des années, un témoignage de sa confiance, bien plus puissant que n'importe quel document légal. C'était la preuve irréfutable qu'il me considérait comme sa véritable partenaire, son héritière intellectuelle. Les larmes revinrent à mes yeux, mais cette fois, c'était des larmes de gratitude pure et d'une profonde tristesse pour tout le temps perdu. Et enfin, au fond de la boîte, se trouvait l'arme ultime, une serviette en cuir scellée par le notaire public numéro 12 de Guadalajara. Je l'ouvris d'une main tremblante. À l'intérieur, avec la clarté froide et indiscutable de la loi, se trouvait le certificat d'action, un document simple déclarant qu'1 an avant sa mort, dans une transaction privée et totalement légale, mon père m'avait vendu 51% des parts de Tequila Sol Dorado SA de CV pour la somme symbolique de 100 pesos. Il y avait les signatures, les tampons, tout était irréfutable. Je n'étais pas qu'une employée, une directrice ou une fille travailleuse. J'étais la propriétaire. L'actionnaire majoritaire. Celle qui avait désormais le contrôle absolu. Je refermais la boîte. Le poids sur ma poitrine s'était envolé, remplacé par une calme détermination d'acier. La guerre n'était pas terminée, mais je savais maintenant que je n'allais pas me battre les mains vides. J'allais me battre avec la vérité, avec la loi, et avec l'amour inconditionnel de mon père comme bouclier. Je regardais Ramiro. Il savait déjà. Je pouvais le voir dans la petite sourire qui se dessina sur ses lèvres, un sourire qui, pour la première fois, atteignit ses yeux. « Ton père était un stratège brillant, dit-il. »« Oh oui, il l'était, répondis-je, ma voix résonnant d'une nouvelle force. Et maintenant, c'est à mon tour d'exécuter son plan final. » Nous sortîmes de la banque, et le soleil de l'après-midi à Guadalajara me sembla plus éclatant, l'air plus pur. Le monde n'avait pas changé, mais moi, oui. La femme qui était entrée dans cette salle des coffres était pleine de doutes et de douleurs. Celle qui en sortait était une générale avec une carte du champ de bataille et un arsenal à sa disposition. « Que faisons-nous maintenant, Elodia » demanda Ramiro en montant dans sa camionnette. Son ton était respectueux, celui d'un soldat attendant ses ordres. Je sortis mon téléphone, mon esprit travaillant avec une lucidité glaciale. La colère s'était transformée en bulle solide comme l'acier. « Maintenant, Ramiro, dis-je. Nous allons les laisser se passer la corde au cou eux-mêmes. On va leur donner une dernière chance de montrer qui ils sont vraiment. » Un sourire froid se dessina sur mon visage. Je cherchais le numéro de ma mère dans mes contacts. Mon doigt ne trembla pas. Une sonnerie. 2. 3. Puis sa voix, faussement anxieuse, cette voix que je connaissais trop bien. « Elodia. Ma fille, tu vas bien ? J'allais appeler la police de la route, les hôpitaux, tu nous as fait mourir d'inquiétude. » « Je vais parfaitement bien, maman » la coupai-je calmement. Mon ton était posé, presque détaché, une tranquillité qui la désarmerait complètement. Le problème de voiture s'est résolu plus vite que prévu. Ce n'était qu'un pneu crevé et un choc sur le pare-choc. Rien de grave. Je modifiai mon mensonge, le rendant plus banal, plus crédible, enlevant le drame qu'ils aimaient tant. Je fis une pause, la laissant assimiler l'information. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête, la confusion grandir. L'accident ne justifiait plus mon absence. « Ah, c'est bien, ma chérie. » « Quel soulagement » répondit-elle. Mais sa voix avait perdu toute chaleur. Elle sonnait maintenant prudente, comme un animal qui sent un changement dans le vent. « En fait, » continuai-je d'un ton confidentiel. « Pendant que j'attendais, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai aussi résolu l'autre problème, celui des 5 millions de pesos. » Silence. Un silence si profond et électrique que je pouvais entendre le bourdonnement de la ligne. Je savais qu'elle paniquait, probablement en faisant des signes affolés à Mauricio. « Ah ! De quoi parles-tu, ma fille » balbutia-t-elle enfin. « Je veux dire que j'ai retrouvé l'argent. Je sais exactement où il est. Et j'ai une proposition, une solution pour que tout redevienne normal, pour que la famille ne soit pas affectée. » J'avais choisi mes mots avec soin, famille, solution, leurs mots préférés. Je leur lançais un appât qu'ils ne pourraient pas refuser.
Je veux que tout le monde soit au bureau à 16 heures. Toi, Mauricio, et assure-toi que le licencié moral soit présent. C'est très important qu'il entende ma proposition comme médiateur légal. Mais Elodia, après ce qui s'est passé ce matin, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Commença-t-elle, cherchant à regagner du contrôle, à retarder l'inévitable. Oh, c'est une excellente idée, maman, insistai-je, ma voix se durcissant légèrement, laissant percevoir l'acier sous le velours. C'est même la seule idée. À moins que vous ne préfériez que je présente ma solution directement aux autorités fiscales demain matin. Je suis sûr qu'ils seraient ravis d'enquêter sur ces trous financiers dans une entreprise exportatrice. J'imagine que leurs audits seraient très minutieux. La menace était claire, nette, sans ambiguïté. Je la laissai flotter dans l'air. Nous serons là, dit-elle enfin, d'une voix étouffée, presque vaincue. Merveilleux. À 16 heures. Ne soyez pas en retard. Et je raccrochai. Je laissai tomber le téléphone sur mes genoux. Ramiro me regardait, un mélange d'étonnement et de fierté dans les yeux. La fille de ton père, sans aucun doute, murmura-t-il. Tu as son tempérament. Je savais exactement ce qu'ils pensaient à cet instant. Leur panique initiale allait se transformer en arrogance. Ils interpréteraient mon appel comme un signe de faiblesse. Ils penseraient que j'avais découvert une petite irrégularité, que j'étais effrayé par un scandale, et que je viendrais supplier pour négocier un arrangement afin de sauver ma réputation. Ils croiraient encore avoir le pouvoir, que j'étais acculé. Je les laissais le croire. Je les laissais passer les heures suivantes à se pavaner, à planifier comment ils allaient me forcer la main, comment ils accepteraient ma reddition. Ils ne savaient pas qu'ils ne marchaient pas vers une négociation, mais vers un jugement. Et moi, Elodia, la fille invisible, la bête de somme silencieuse. J'allais être la juge, le jury et le bourreau. La tempête que mon père avait prévue allait éclater. Et j'allais en être l'œil calme et calculateur. À 16 heures précises, j'étais déjà assise en bout de table, à la grande table en acajou de la salle de réunion. Celle qui avait toujours été celle de mon père. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant les poussières dans l'air. L'atmosphère était si tendue qu'elle semblait vibrer. Devant moi, j'avais disposé 3 dossiers de cuir noir, parfaitement alignés et fermés. Ramiro se tenait debout dans un coin, à côté du drapeau du Mexique, silencieux comme une statue. Un pilier de loyauté au milieu d'un océan de trahison. J'avais enfilé mon plus beau tailleur, une armure de laine fine et de soie. Et je sentais la lettre de mon père dans la poche intérieure, près de mon cœur. La porte s'ouvrit pile à l'heure. Ils entrèrent comme des conquérants. Mauricio, le torse bombé et un sourire arrogant qui ne touchait pas ses yeux froids, avait changé de vêtements. Il portait désormais un costume coûteux qu'il n'avait clairement pas payé lui-même. Ma mère, Griselda, marchait derrière lui avec une expression de martyr bien répétée, vêtue de noir comme si elle assistait à un enterrement probablement celui de ma carrière. Et enfin, le licencié moral, un homme âgé au costume impeccable, le visage marqué d'une fatigue ancienne, celle de ceux qui ont déjà trop vu de drames familiaux. Elodia, je suis content que tu sois venu à la raison, dit Mauricio d'un ton condescendant en prenant place à droite de la chaise principale, une place qui ne lui revenait pas. J'espère que ta proposition sera raisonnable. Nous avons passé une journée très stressante à cause de toi. Je ne répondis pas à sa provocation. Je me contentai de désigner calmement les chaises devant moi. Ils s'assirent, la gêne commençant à fissurer leur façade confiante. Mon silence les rendait nerveux. Merci à tous d'être venus, commençai-je, ma voix calme et mesurée résonnant dans le silence de la salle. Comme je l'ai dit au téléphone, j'ai trouvé une solution au prétendu détournement de 5 millions de pesos qui, d'après ce que j'ai compris, a causé ce matin beaucoup d'agitation. Le licencié moral se racla la gorge, prenant son rôle de médiateur. La señorita Elodia, pour le registre, votre frère et votre mère m'ont présenté des documents qui indiquent de graves irrégularités financières survenues sous votre gestion. Je sais, licencié, l'interrompis-je doucement, mais avec une fermeté qui le fit taire. Et je voudrais aborder ces irrégularités de face, avec une transparence totale. Mauricio sourit, tombant à pieds joints dans le piège. Excellent. Alors tu admets que tu es responsable et que tu es prête à réparer les dégâts. Je levai la main pour le faire taire, un petit geste, mais chargé d'autorité. Ce que j'admets, dis-je en ouvrant le premier dossier devant moi et en le faisant glisser sur la table polie jusqu'à ce qu'il s'arrête devant l'avocat,
c'est qu'il y a eu une hémorragie constante et honteuse d'argent dans cette entreprise depuis des années. Moral mit ses lunettes de lecture et commença à parcourir les documents. C'étaient des copies des factures de Mauricio, des relevés de cartes, des virements bancaires. Je vis ses sourcils se hausser lentement. Je vis le moment exact où son expression professionnelle se transforma en véritable alarme. Sa bouche se serra en une fine ligne. Ça a commencé. Lui dit-il en levant les yeux des papiers et en regardant directement Mauricio. Ce sont des dépenses autorisées de l'entreprise. Bien sûr. Ce sont des investissements, du développement commercial, des relations publiques, lâcha Mauricio, le visage commençant à rougir. Sa confiance vacillait. Un week-end pour 2 personnes dans un spa de luxe à Punta Mita, c'est du développement commercial, demandai-je, la voix tranchante comme la glace. Et l'achat d'une montre de designer à $20 000 ? Quel marché développais-tu là, Mauricio ? Celui de ton propre poignet ? Ou bien les virements mensuels vers un compte au nom de Proyecto Creativo MM qui s'avère être ton compte personnel ? Explique-moi, s'il te plaît. Je t'écoute. Ma mère intervint, la voix tremblante. Elodia, ne sois pas cruelle. Ton frère est juste un peu impulsif. C'est encore un enfant. Il essaie de trouver sa voie. Je ris à un rire sec, sans la moindre joie, un son qui sembla les surprendre tous. Un enfant de 38 ans n'est pas impulsif, maman. C'est un parasite. Le mot resta suspendu dans l'air, brut et tranchant. Le visage de ma mère se crispa comme si je l'avais giflé. Mais ça, continuai-je en l'ignorant et en ouvrant le deuxième dossier, ce n'est pas le plus grave. Le gaspillage, on peut le contrôler. Ce qui est impardonnable, c'est la falsification et la calomnie. Je fis glisser la confession signée par le comptable que Mauricio avait embauché puis licencié à un homme effrayé que Ramiro avait retrouvé cet après-midi-là en échange de la promesse de ne pas porter plainte contre lui. Dans ce document, il admettait en détail avoir été poussé par Mauricio à fabriquer de faux rapports sur un détournement de 5 millions, avec la promesse d'une promotion qui n'est jamais venue. Le licencié moral lut la confession. Son visage devint un masque de désapprobation professionnelle. Il ôta ses lunettes et les nettoya lentement avec un mouchoir, un geste qui trahissait sa profonde consternation et sa colère contenue. Il regarda Mauricio, et cette fois, il n'y avait plus de curiosité dans ses yeux, mais un jugement glacé, le mépris d'un homme de loi pour un petit délinquant. Mauricio était livide, haletant comme un poisson hors de l'eau. C'est un mensonge. Cet homme est aigri. Je l'ai renvoyé pour incompétence. Il veut se venger. Ou bien tu l'as renvoyé parce qu'il a refusé d'aller jusqu'au bout de ta fraude quand il a compris qu'il risquait la prison, répliquai-je, ma voix résonnant avec la force de la vérité. Le silence dans la salle était total. J'avais retourné leurs cartes une à une, révélant leurs mains sales et truquées. Mais il me restait encore la lettre qui gagnerait la guerre. L'atmosphère de la salle de réunion était irrespirable, dense comme l'air avant un orage. Mauricio était livide, alternant des regards de panique vers l'avocat et de haine pure vers moi. Il ressemblait à un rat acculé cherchant une sortie qui n'existait pas. Ma mère semblait s'être ratatinée sur sa chaise, les yeux pleins de larmes d'autocompassion, murmurant « la famille », comme un mantra cassé que plus personne n'écoutait. Le licencié moral avait repoussé du bout des doigts les dossiers de Mauricio, comme s'ils étaient contaminés. Et maintenant ? Et dis-je, ma voix descendant vers un ton presque cérémoniel, un ton qui exigeait l'attention. Je me levai lentement, dominant la pièce depuis ma place en bout de table. Nous arrivons à la véritable restructuration du leadership. Je pris le 3e et dernier dossier. C'était le plus fin, mais il contenait plus de pouvoir que tous les autres réunis. Je l'ouvris lentement, savourant l'instant, les laissant se tordre dans leur incertitude. Voyez-vous, continuai-je en regardant directement le licencié moral et en ignorant les 2 autres. Il y a eu un malentendu fondamental sur la structure de propriété de Tequila Sol Dorado depuis la mort de mon père, un malentendu qui, aujourd'hui, sera réglé une bonne fois pour toutes. Je sortis le carnet en cuir de mon père et le posai au centre de la table. La lumière de l'après-midi se reflétait sur sa couverture usée. C'était le carnet personnel de mon père, ses plans, ses rêves pour l'avenir de cette entreprise. L'avocat le prit avec une curiosité respectueuse et l'ouvrit. Je vis ses yeux parcourir les pages, s'arrêter sur les notes en marge que je connaissais par cœur. Consulter avec Elodia. Elodia saura comment faire. Son expression s'adoucit. Un éclair de compréhension et de respect traversa son visage.
C'était la validation de l'esprit de la loi, pas seulement de sa lettre. Il comprenait ce que mon père avait voulu. Puis je sortis le document final, le certificat d'action protégé dans sa serviette en cuir. Je ne le fis pas glisser, je le tins en l'air un instant pour que tous le voient, puis je le posai délibérément devant l'avocat. Je pense que ceci dissipera tout doute restant sur qui a l'autorité pour prendre des décisions ici. Le licencié moral prit le portefeuille notarié. Il prit son temps d'un professionnel méticuleux jusqu'au bout. Il lut chaque mot, chaque clause, il vérifia les tampons et les signatures. Il enleva de nouveau ses lunettes et les essuya, un geste que je comprenais maintenant comme sa manière d'absorber une information choquante. Il remit ses lunettes. Puis il leva les yeux mais ne me regarda pas, moi. Il regarda ma mère et mon frère, et pour la première fois, je vis une ombre de mépris dans ses yeux habituellement neutres. Sa voix fut grave, formelle, dépourvue d'émotion, la voix d'un héros lisant une proclamation royale qui scelle le destin d'un royaume. Ce document est légal, contraignant, et parfaitement exécuté devant notaire public. Il déclare que M. Eladio Monte, en pleine possession de ses facultés mentales et légales, en date du 14 mars de l'année dernière, un an avant son décès, a vendu 51% de ses actions de la société Tequila Sol Dorado SA de CV à sa fille, Mademoiselle Elodia Monte. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots tomber comme une dalle de granit sur la table. Mademoiselle Elodia Monte est, et a été depuis un an, l'actionnaire majoritaire et la contrôleuse légale de cette entreprise. Le monde sembla s'arrêter. La couleur quitta complètement le visage de Mauricio. Sa bouche resta ouverte, un son rauque et étouffé s'échappant de sa gorge. Il s'agrippa au bord de la table comme s'il craignait de tomber de sa chaise, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Ma mère, Griselda, clignait des yeux, son regard allant de moi à l'avocat, puis revenant à moi, son esprit incapable de comprendre l'ampleur de sa défaite. Son petit prince chéri n'était pas un roi en attente, c'était un simple roturier sans un sou à son nom. Et sa fille obéissante et ignorée n'était pas une servante, c'était la reine. À cet instant, je n'ai pas ressenti une explosion de triomphe. Je n'ai pas eu envie de crier, j'ai gagné. J'ai ressenti une calme profondeur, une résolution froide et silencieuse. Je ne les regardais pas. Je tournais légèrement la tête vers le grand portrait de mon père accroché au fond, peint 2 ans avant sa mort. Sur la toile, ses yeux semblaient briller, pleins d'intelligence et d'un léger sourire. Je l'ai fait, papa, murmurai-je si bas que moi seul et peut-être son esprit pouvions m'entendre. Je l'ai fait. Et dans ce silence, la guerre était terminée. J'avais gagné. Le silence qui suivit la révélation du licencié moral fut plus assourdissant que n'importe quel cri. C'était un vide où l'arrogance, les plans et le futur imaginé de ma famille s'étaient effondrés en poussière en quelques secondes. Mauricio fut le premier à craquer comme on pouvait s'y attendre. La négation est le premier refuge des lâches. L'incrédulité sur son visage se transforma en une rage enfantine, la colère pure d'un gosse à qui on arrache son jouet préféré. Il se leva d'un bond, la lourde chaise en acajou grinçant derrière lui. « Non. Ce n'est pas vrai, cria-t-il en me pointant du doigt, le visage rouge de fureur. C'est un trucage. Une falsification. Tu l'as trompé, tu l'as manipulé sur son lit de mort. Mon père a pris cette décision 1 an avant sa mort, Mauricio. Il était plus lucide et plus sain d'esprit que toi dans tes meilleurs jours, répondis-je d'une voix ferme comme la pierre, sans bouger de ma chaise. Et je ne l'ai pas manipulé. J'ai simplement travaillé. Pendant que tu jouais à l'homme d'affaires, moi, je sauvais l'entreprise. Papa n'a pas choisi par préférence, mais pour protéger son héritage de la seule personne capable de le détruire, toi. Il n'a jamais eu confiance en moi, hurla-t-il. Et dans ce cri, j'entendis des années d'insécurité et de rancune, la confession de sa propre médiocrité. Ça a toujours été toi. La parfaite Elodia. Celle qui avait de bonnes notes, celle qui signait les contrats, celle qui faisait toujours plaisir à papa. Et moi? J'étais son fils, son seul fils. C'était mon droit de naissance. Rien dans cette vie n'est un droit de naissance, Mauricio. Tout se mérite. Et toi, tu n'as jamais voulu travailler pour quoi que ce soit. Tu croyais pouvoir hériter du trône sans même apprendre à gouverner le plus petit royaume. Ma mère sembla enfin revenir à elle. Elle se leva, les yeux pleins de larmes, pas de remords, mais de pitié pour elle-même. Elle fit le tour de la table et s'approcha de moi. « Elodia, ma fille, s'il te plaît, dit-elle d'une voix tremblante en essayant de prendre ma main. Je la retirai.
Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous faire ça. Ce n'est pas ce que ton père aurait voulu. Il aimait l'unité familiale. Je la regardais et pour la première fois de ma vie, je ne vis pas ma mère. Je vis une étrangère. Une femme consumée par son propre récit de favoritisme, aveugle à la vérité. Moi aussi, j'ai pensé à la famille, maman. J'y ai pensé ce matin à 10 heures, quand vous planifiez de m'accuser de vol et de me dépouiller de tout ce pour quoi j'ai travaillé. J'y ai pensé quand tu m'as traité d'agressive parce que je faisais mon travail. Où était ta famille à ce moment-là? Où ce mot ne s'applique-t-il que quand il sert à me nuire? Elle recula, sans voix, frappée par la vérité de mes mots. Je me levai, sentant ma propre stature, mon propre pouvoir. Je n'étais plus la petite fille cherchant son approbation. J'étais la maîtresse de mon destin. Les jeux sont finis. Les mensonges sont finis. Ma voix résonna dans la pièce, claire et définitive. Voici mes conditions et elles ne sont pas négociables. Je me tournai vers Mauricio. Tu es renvoyé, avec effet immédiat. Tu as 1 heure pour vider ton bureau et remettre les clés de ta voiture de fonction à Monsieur Ramiro. Tu as 30 jours pour présenter un plan de remboursement des 782 000 pesos que tu as détournés au fil des années. J'ai chaque reçu, chaque facture, chaque transfert. Si tu ne le fais pas, ce dossier, je pointai l'épée dossier rouge sur la table. Il ira directement à la police et au procureur. Mauricio s'effondra sur sa chaise. Toute la lutte l'avait quitté, ne laissant qu'une coquille vide. Maman, continuai-je d'une voix un peu plus douce mais toujours ferme. Tu garderas tes actions minoritaires. Tu es ma mère, et je ne te mettrai pas à la rue. Mais à partir d'aujourd'hui, ton poste au conseil n'est plus qu'honorifique. Tu n'as plus de droit de vote, et tes dividendes annuels serviront à rembourser la dette de Mauricio jusqu'au dernier centime. Tu es en train de me ruiner, sanglota-t-elle en se couvrant le visage. Non, maman, répondis-je d'une voix fatiguée mais résolue. Je nettoie le désastre que toi et papa, par votre amour aveugle, avez laissé grandir pendant des décennies. Je sauve cette entreprise. Je sauve son héritage, quelque chose qu'aucun de vous n'a voulu faire. Je me tournai vers le licencié moral, qui avait tout observé sans un mot, le visage impassible. Le licencié, je vous demande de rédiger les accords nécessaires pour officialiser tout cela. Le renvoi de Mauricio, le plan de restitution, la restructuration du conseil, et de lancer un audit complet et médico-légal des 10 dernières années. Je veux savoir où est passé chaque centime. L'avocat, homme de loi jusqu'à la moelle, hocha simplement la tête. Son respect pour moi était désormais évident. Comme vous l'ordonnez, directrice. Ce mot directrice prononcé avec un respect authentique et légal, fut la véritable victoire. C'était la reconnaissance que j'avais cherchée toute ma vie. Pas celle de ma famille, mais celle du monde réel, où le mérite compte. Ma mère et mon frère restèrent là, brisés et silencieux. Leur monde, construit sur des mensonges et des privilèges imaginaires, s'était effondré. Il n'y avait plus rien à dire. Je sortis de la salle de réunion sans me retourner. Je laissai derrière moi le passé, le mépris, le besoin d'approbation. Je marchais à travers les couloirs de la distillerie à ma distillerie. Et pour la première fois, je sentis qu'elle m'appartenait vraiment. L'air sentait l'agave cuit, le bois de chêne, la terre humide et l'avenir. Mon avenir. Un avenir que moi seul allais écrire. 6 mois ont passé depuis ce jour. 6 mois qui ont ressemblé à toute une vie. L'automne a cédé la place à l'hiver, et maintenant les premiers bourgeons du printemps apparaissent dans les champs d'agave. Pour Tequila Sol Dorado et pour moi c'est une saison de renaissance. L'audit médico-légal fut brutal. Il révéla plus d'irrégularités encore que celles découvertes par mon père. Une toile de petits vols et de dépenses gonflées qui prouvait que la corruption de Mauricio était un mode de vie, pas un incident isolé. Licencier certaines personnes loyales envers lui fut douloureux, mais nécessaire. Avec l'aide inconditionnelle de Ramiro que j'ai nommé directeur des opérations et d'une nouvelle équipe financière jeune et ambitieuse, nous avons reconstruit l'entreprise depuis ses fondations. La compagnie respire à nouveau. Elle est plus saine, plus agile, plus forte que jamais. Il y a 2 mois, nous avons lancé une nouvelle ligne de tequila, un extra anejo en édition limitée, l'un des derniers projets de mon père. Nous l'avons appelé l'héritage d'Eladio. J'ai utilisé ses notes de dégustation, son design de bouteille, tout. C'est un immense succès de médaille d'or dans les concours internationaux.
Chaque fois que je vois une de ces bouteilles, j'ai l'impression de parler avec lui, de travailler à nouveau à ses côtés. Mais le plus grand changement a été personnel. La semaine suivant la réunion, j'ai mis en vente la grande maison familiale. C'était un endroit magnifique, mais ses murs gardaient trop d'échos de disputes, trop de fantômes de déception. J'ai acheté un petit appartement dans le centre historique de Guadalajara, avec un balcon donnant sur une place pleine de vie. C'est mon espace. Mon sanctuaire. Personne n'entre sans y être invité. Personne ne me dit comment penser ou ce que je dois ressentir. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai commencé à vivre pour moi. Je me suis inscrite à des cours de danse, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je repoussais faute de temps. Je danse la salsa 2 fois par semaine dans une petite école pas loin de chez moi. Au début, j'étais maladroite, perdue. Mais peu à peu, j'ai appris à lâcher prise, à laisser la musique guider mes pas. Et dans chaque tour, dans chaque rythme, je sens que je me libère des chaînes invisibles du passé. Je me suis fait de nouveaux amis et des gens qui ne savent rien de Tequila Sol Dorado. Qui me connaissent simplement comme Elodia. La gestionnaire qui écrase parfois les pieds de son partenaire de danse et c'est merveilleusement rafraîchissant. Je me suis rendu compte que la validation que j'ai cherchée toute ma vie ne se trouvait ni dans une salle de réunion ni dans le regard de ma mère. Elle était en moi. Dans ma capacité à me relever après chaque chute. À me battre pour ce que je crois juste. À construire quelque chose de beau à partir des ruines d'une famille brisée. J'ai cessé d'essayer d'être la fille qu'il voulait. Et j'ai commencé à devenir la femme que j'étais destinée à être. Mauricio a quitté la ville. J'ai tenu ma promesse et déposé la plainte pénale. J'ai su par ma tante Carmen qu'il avait déménagé dans une ville côtière, où il travaillait dans un bar. Il n'a pas remboursé un seul peso, mais je m'en fiche désormais. Le processus judiciaire suit son cours lent, mais inévitable. C'est l'affaire de la justice, plus la mienne. Ma mère est le dernier fil qui reste à couper. Elle m'appelle presque tous les jours. Au début, c'était des appels pleins de reproches. Ensuite, des appels remplis de supplications pour que je retire la plainte contre Mauricio. Et maintenant, ce sont juste des appels tristes. Elle appelle pour pleurer, pour me dire combien elle se sent seule. Pour me demander quand je vais, pardonner et oublier, pour le bien de la famille. Elle ne s'excuse jamais. Elle ne reconnaît jamais le mal qu'elle a fait. Elle veut seulement que j'efface le passé pour soulager sa propre conscience. Ces appels sont un rappel constant du passé que j'essaie de laisser derrière moi. Chaque fois que le téléphone sonne et que je vois son nom. Je sens un nœud dans mon estomac. Et c'est ici que je vous demande votre avis. J'ai pensé à changer de numéro de téléphone. À couper le dernier lien toxique qui me relie à elle. Une partie de moi, la petite fille blessée qui vit encore dans un coin de mon cœur, se sent coupable. Mais la femme que je deviens aspire à une paix totale. Un horizon clair, sans nuage de chantage émotionnel. Alors je vous demande. Est-ce mal de choisir ma propre tranquillité avant le devoir filial envers une mère qui ne m'a jamais défendu? Ai-je tort de vouloir fermer cette porte pour toujours et recommencer à zéro? Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.